Actuellement, aux Indes, des hommes appliquent, des Français entre autres, appliquent ces instructions de Louis XVI. Il ne recourra aux armes, dit encore Louis XVI, qu'à la dernière extrémité, seulement pour sa défense. Et Sartine avait terminé les instructions de Louis XVI par ces mots admirables. Sa Majesté regarderait comme un des succès les plus heureux de l'expédition qu'elle pût être terminée sans qu'il en eût coûté la vie à un seul homme. Voilà le chef qu'on a choisi, la Pérouse, et voilà les instructions qu'il a reçues. Comment va-t-il les prendre, ces instructions? Est-ce qu'il va se dire « Oh oui, mais ses supérieurs m'ennuient, il m'envoie avec des plis cachetés, avec des conseils, moi je me débrouillerai en mer ». Non. La Pérouse, on va le voir, va appliquer strictement les règles que lui a données, les règles du jeu que lui a donné Louis XVI. Et cette mission scientifique a beaucoup d'autres buts de recherche. On veut savoir la salinité des mers qu'il rencontrera. Eh oui, on commence à penser que la mer n'est pas salée partout pareil. On veut savoir le poids de l'eau de mer. On va commencer à connaître les animaux qui se promènent dans l'eau de mer, le plancton. On va faire des mesures de courantologie. Alors bien sûr, il faut embarquer autre chose que des marins et on va embarquer des savants. Les deux bateaux s'appelleront la boussole et l'astrolabe. Et déjà, ces deux noms prouvent qu'il s'agit de bateaux scientifiques. La boussole, je ne vous dis pas ce que c'est, vous savez tous ce que c'est que la boussole. Une astrolabe, c'est un appareil pour mesurer la hauteur d'un astre par rapport à l'horizon et donc par rapport à la verticale. C'est-à-dire que c'est un mesureur d'angle d'astre. Un sextant est une astrolabe, un octant est une astrolabe. Ce sont des appareils qu'on utilise encore maintenant pour faire le point et le bateau, un des deux bateaux de la Pérouse portait donc ce nom. Sur l'astrolabe, une innovation. Ce sont des bateaux à voile, et les bateaux à voile, c'est bien connu, ont besoin de vent pour marcher. C'est la définition même. Alors on va installer un moulin à vent. Pourquoi faire un moulin à vent? On n'a pas oublié les prescriptions de Cook, il fallait manger de la choucroute, il fallait essayer de manger des produits végétaux frais pour éviter d'attraper le scorbut. Là, on va essayer de faire du pain. Et on va installer sur l'astrolabe, sur le mât de l'astrolabe, on va installer un moulin à vent pour moudre le grain, pour faire du pain. Et les gens de l'expédition mangeront du pain pendant tout le voyage. Parmi les voyageurs, un savant illustre, qui sera illustre plus tard, c'est le fameux Monge. Et l'on part avec la boussole et l'astrolabe vers toujours la pointe sud de l'Amérique. On avait chargé la Pérouse de vérifier s'il n'y avait pas un second détroit de Magellan plus au sud, ce détroit qu'on appelle le détroit de Lemaire. Non, la Pérouse va franchement passer le Cap Horn. Et il reconnaîtra l'île Horn, et ce sera la plus belle description du Cap Horn, car il y a passé le Cap Horn sans brouillard. Maintenant, les navigateurs solitaires, particulièrement à voile, redécouvrent le Cap Horn. Maintenant, il faut passer le Cap Horn pour avoir été un bon navigateur à voile. On ne passe plus par le canal de Panama. Et la Pérouse remonte vers la côte du Chili. Et il devait aller à Juan Fernandez. Il n'y va pas. Il remonte la côte du Chili. Et de là, suivant ses instructions, il part à l'île de Pâques. L'île de Pâques était un mystère à élucider. Elle l'est encore. Francis Mazières vient de revenir il y a quelques années d'un voyage à l'île de Pâques. Il a, de la présence des statues dont nous allons parler, tiré des conclusions sur les pouvoirs mystérieux des anciens Pasquans, ce lieu privilégié de la Terre où il y aurait eu une antipesanteur. En tout cas, on sait que sur cette île, inexplicablement, il y a des immenses statues. On le sait par un Hollandais qui a découvert l'île un jour de Pâques, d'où son nom, et qui a raconté cette découverte en revenant en Europe, mais il faut la situer plus précisément au milieu de l'Atlantique, car lorsqu'elle a été découverte, ma foi, sa position avait été donnée plus ou moins exactement. Donc, la Pérouse fait route vers l'île de Pâques, il y arrive, il mouille dans la baie de Cook, la baie où Cook, quelques années auparavant, avait jeté l'ancre, qui s'appelle baie de Cook, et il entre en rapport avec les indigènes. Il va rester très peu de temps à l'île de Pâques, il va y rester 24 heures. Et pendant ces 24 heures, son armada de savants, de géographes, de géomètres, va faire un travail
qui va pendant des années être la meilleure étude de l'île de Pâques qui aura jamais été faite jusqu'à la fin du 19e siècle. En effet, on mesure ces statues géantes. Vous savez que les statues étaient des statues de plusieurs dizaines de mètres, avec un énorme nez pointu, et au-dessus de la tête, une espèce de turban formé par une pierre, qui en réalité est une pierre marine, qui est là pour empêcher que l'érosion de la pluie use les statues. C'est exactement ce qui se passe dans les Dolomites, où on voit au-dessus d'une cheminée de pierre une pierre suspendue. C'est cette pierre dure suspendue qui a empêché l'érosion de la partie du roc qui est en dessous. Il faudra attendre les gens du Kon-Tiki, et particulièrement Thor Heyerdahl, pour savoir que ce qui émerge, ça n'est que la tête, mais qu'en réalité, le corps entier est enterré sous la terre, et qu'on peut dégager ces statues dont l'origine est totalement mystérieuse. Actuellement encore, les interprétations les plus variées existent sur ces statues. La Pérouse est frappée des mœurs de l'île. On l'y accueille tellement à bras ouverts qu'il pose la question d'un communisme local. Il a proféré ce mot de communisme. Ce communisme local, il s'agissait d'une communauté des femmes, c'est-à-dire qu'il lui semblait que les femmes n'appartenaient pas particulièrement à l'un ou à l'autre, mais qu'elles étaient indifféremment propriété de tout le monde. Vous voyez que nous sommes assez loin de la définition du communisme actuel. Et aussi, il est resté 24 heures. Alors, l'observation d'un voyageur de 24 heures, ça nous rappelle certains voyageurs du XXe siècle qui restent pendant 3 jours dans un pays et qui font un livre définitif dessus. Disons que la Pérouse a fait une étude extrêmement sérieuse de la géographie du lieu, du site des statues, mais qui ne peut pas avoir rapporté de bonnes observations sur les mœurs des Pasquans. Et il part vers le nord, vers la côte américaine. Sa mission est de marcher sur les traces de Cook, mais de ne jamais faire la même chose que lui. C'est pourquoi il va toucher une des îles Hawaï. Oh, Cook n'y est pas allé, il n'a pas pris possession de cette île qui s'appelle, du nom du lord de l'Amirauté, une île sandwich, et il ne mettra pas le pavillon français. Ça n'est pas une mission de conquête qu'il a, c'est une mission de découverte. Il découvre donc la plus sud des îles Hawaï. Il ne s'arrête pas aux autres plus nord, et puis ces îles ont mauvaise réputation, et il monte directement vers la côte de l'Alaska, déjà reconnue par Cook, qui, lorsqu'il avait touché la côte américaine, avait voyagé vers l'ouest à la recherche du passage, qui est le détroit de Bering, avait découvert donc les Aléoutiennes. Lui, au contraire, il ne va pas aller dans la même direction que Cook, il va aller dans le sens contraire. Et nous assistons là, à partir du point où il est arrivé, qui est à peu près la frontière entre l'Alaska et le Canada. Cette baie qu'il compare à la rade de Toulon pour sa taille et pour la possibilité d'y développer des flottes entières, qu'il a appelée la baie des Français, il va le long de la côte américaine descendre vers les possessions espagnoles qui se trouvent en Californie, au sud de San Francisco, jusqu'à Monterey. Et ce voyage se fait en faisant des relevés topographiques extrêmement précis, si bien que lorsqu'on aura les documents de la Pérouse, on connaîtra parfaitement cette côte ouest qui va devenir la côte ouest des États-Unis. Un accident tragique près de Monterey, une embarcation mal montée fait naufrage et 5 hommes disparaissent. Hélas, le vœu du roi ne sera pas exaucé.
des hommes seront morts et l'expédition ne reviendra pas dans son entier. On a mesuré pendant tout le voyage la pesanteur des eaux. On a étudié les courants, les vents. On a fait une bonne partie de la mission scientifique. On rapporte des échantillons botaniques. On a apporté aux indigènes les plantes qui avaient été confiées. On a essayé de leur apprendre à l'île de Pâques à utiliser ces plantes. Ça étonnera beaucoup certains explorateurs quand plus tard ils arriveront et qu'ils verront des plantes d'Europe dans ces régions tropicales. Il semble qu'on puisse prendre le chemin du retour. Et traversant l'océan Pacifique, la Pérouse va aller au rendez-vous qui lui a été fixé par la marine française, au rendez-vous de Macao. Macao, en Chine, mais en Chine portugaise, car Macao appartient bien sûr aux Portugais.